On va s'intéresser au Made in France. Le MIF. Mother, I would like to say. Mais non! Made in France. Made in France. Oui, oui. Ben, voyez. Le salon Made in France, qui est un formidable succès et qui a été à l'avant-poste. Le salon du Made in France. C'est un rendez-vous incontournable pour les fabricants français. Il y a de tout, oui. Il y a du consommateur final. Moi, je reviens tous les ans. À chaque fois, il y a des nouveaux exposants. Il y a des jeunes, il y a du professionnel aussi qui vient se renseigner. Les gens sont très contents de nous retrouver. Tous les amoureux de la fabrication française sont là. Pas mal, non? C'est français. Eh bien, chers auditeurs, figurez-vous que la France est en très bon état aujourd'hui, je dirais même en très bel état, car nous sommes au salon du Made in France, au milieu d'un millier d'exposants venus de toute la France pour témoigner et proclamer la ferveur qui anime ces entrepreneurs, ces artisans, ces fabricants, producteurs, ici rassemblés. Nous allons les recevoir, nous allons les écouter, nous allons partager avec eux leur passion pour que vous sachiez tout du Made in France de cet instant historique. D'abord les artisans représentés sur ce plateau par la Chambre des métiers des artisans et puis leur magnifique village de l'artisanat planté au cœur du salon avec 50 métiers venus de toute la France et tenus par 200 exposants. Certains seront avec nous et viendront nous parler de leurs produits. Nous recevrons ensuite Arnaud Montebourg qui s'est battu pour que le Made in France devienne une réalité économique et politique. Avec Yves Gégaud, il s'est battu pour que cette valeur soit aujourd'hui au cœur de l'enjeu économique français. Nous parlerons aussi d'un président qui est toxique parce que alors qu'il organise quelquefois un mini-salon de l'exposition des fabriqués en France à l'Élysée, eh bien là il vient nous déclarer depuis le Brésil que le Mercosur c'est formidable. On essaiera de comprendre comment le en même temps n'est pas aussi génial que ça. On recevra aussi le représentant des forces françaises de l'industrie, encore une énergie avec la Chambre des métiers et d'artisanat. Voilà tous ces organismes qui se battent pour que le Made in France devienne une réalité, devienne un enjeu et convaincre nos hommes politiques que c'est l'avenir de la France. Voilà pour les 2 heures de bonheur et de passion à partager avec nous. Appelez-nous au 0826 300 300 parce que vous aussi vous êtes des artisans du Made in France et partageons cette passion, partageons cet amour par la France à travers les milliers de produits qui sont là. Alors je peux vous dire, il y a des salaisons, il y a des outils, il y a des ustensiles, il y a des vêtements. Écoutez, ceux qui doutent que la France est dotée, est équipée de génie, n'ont qu'à venir au salon du Made in France pour savoir que nous sommes peut-être aujourd'hui la première puissance mondiale. Vive la France, vive le salon Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. À toutes les gloires de la France. Telle est la formule que Louis-Philippe Ier fit inscrire sur la façade du château de Versailles lorsqu'il fit don à la nation du plus prestigieux des monuments français. À toutes les gloires de la France, car le château de Versailles, nos monuments, nos cathédrales, nos abbayes sont des instants du Made in France. Elles ont été créées par des artisans, par des ouvriers. Et aujourd'hui, au salon du Made in France, la France témoigne de sa vigueur, de sa ferveur, de cette énergie qui anime ces hommes et ces femmes qui se sont rassemblés pour prouver qu'on peut encore fabriquer, produire en France, que nous pouvons relever les défis de la mondialisation, qu'il y a un espoir pour que cette économie ressorte de la torpeur dans laquelle elle a été plongée par l'incompétence d'une certaine classe politique. Il y a eu les hommes politiques, il y a eu Yves Gégaud, il y a eu Arnaud Montebourg avec Origine France Garantie. Bien sûr, la Chambre des métiers de l'artisanat qui est le socle de l'artisanat français, le socle de cette énergie économique. Voilà, il y a tous ces gens qui sont là, qui se rassemblent et qui y croient. Je me souviens au début du salon du Made in France et je rends hommage évidemment à Fabienne Delahaye qui seule s'est battue pour que ce salon existe et aujourd'hui qui est devenu une référence, qui est devenu un instant national, qui est devenu un enjeu puisque même le président de la République en organise un. Au début du salon du Made in France, souvenons-nous, il y en a certains qui disaient que c'était une petite kermesse pour bobos parisiens. L'autre jour, un économiste m'a dit mais c'est une mascarade au vu des enjeux de la mondialisation. Eh bien non, quand on est ici sur ce salon, que l'on rencontre les femmes et les hommes qui sont là, quand on rencontre ces talents, ces intelligences, ce courage, cette ferveur qui les anime pour porter haut les couleurs de l'économie française, du produit en France avec des produits, des matières françaises. Mais qui peut croire que la France est un pays vacu? Qui peut croire au déclin de la France quand on a autour de nous des gens qui représentent autant de courage, autant d'énergie? Je me souviens, est-ce que le général de Gaulle, si on lui avait dit « Mon général, monsieur le président, il faut inaugurer le salon du Made in France », mais à l'époque, mais un jour, il y aura besoin d'organiser un salon du Made in France pour prouver au monde entier et au peuple français que nous avons des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre pour sauver nos patrimoines, pour sauver nos savoirs, pour sauver nos enseignements, pour sauver tous ces trésors qui sont là et que nous avons envie de partager, que nous avons envie, j'allais dire, de transmettre et d'exporter vers le monde, parce que ce n'est pas seulement une consommation intérieure, c'est aussi l'image de la France qui s'exporte. Et quand on voit aujourd'hui la qualité, la beauté, la générosité, la spontanéité,
l'unité, la ferveur qu'il y a ici. Ici, personne n'est malheureux, personne ne pleure. Tout le monde en a bavé, tout le monde a trimé. Mais nous sommes tous rassemblés dans ce salon du Made in France, avec les médias, avec le public qui est là, et bien sûr ceux qui nous écoutent, pour monter très haut les couleurs de la France. Nous sommes ici au salon du Made in France sur Sud Radio pour célébrer tous ensemble, avec le cœur, avec notre passion, avec notre amour, toutes les gloires de la France, telles que le roi Louis-Philippe le fit inscrire sur la façade du château de Versailles. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Et pour lancer cette émission exceptionnelle en direct du salon du Made in France, nous sommes avec Joël Fourny, président de CMA France. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joël Fourny, donc Bonjour. Vous présentez la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je disais tout à l'heure, c'est le socle, un des socles de l'économie française. Et vous êtes en première ligne pour vous battre pour défendre notre patrimoine. Comment vous vivez ce salon aujourd'hui? Comme un instant quand même de, j'allais dire, d'encouragement, comme une forme de victoire par rapport à tous vos combats? Alors nous vivons ce salon comme une période exceptionnelle dans le mois des achats qui est actuellement démarré. Le salon est une réelle opportunité pour le secteur de l'artisanat de se mettre en valeur par rapport aux produits fabriqués en France. On sait bien qu'on ne peut pas parler des produits fabriqués en France sans mettre en avant la filière artisanale. C'est bien la représentation directe de ce qui se passe sur les territoires, sur l'ensemble du territoire national. Et on voit à quel point, là, c'est l'occasion même, notamment par rapport à l'actualité du moment, de montrer notre réelle différence. Et là, on montre et on peut prouver aussi aux consommateurs qui sont nombreux dans le cadre en tant que visiteurs du salon, à quel point on peut faire des choix particuliers. Alors c'est la 12e édition du Salon du Made in France. Au début, vos adhérents, les artisans, venaient avec frilosité ou ils ont tout de suite compris que c'était un enjeu important de venir montrer à Paris qu'il y avait un patrimoine artisanal français prêt à se battre? Alors le salon a 12 ans, pour nous c'est la 6e édition auquel on participe. Évidemment, oui, il y avait déjà des artisans de manière indépendante. On a vite compris, et le réseau des chambres de métiers a vite compris que si on voulait avoir plus encore d'artisans présents, il fallait que le réseau des chambres des métiers puisse les accompagner. Vous savez, une entreprise artisanale n'est pas une entreprise comme une grande entreprise gérée avec des capacités d'organisation interne. Et donc du coup, c'est notre rôle que de leur permettre d'accéder. Et là, au travers du village de l'artisanat, qui est en place depuis 6 ans, on a possibilité d'accueillir 200 entreprises artisanales qui viennent de chaque département de France. Alors c'est un secteur de l'économie qui est en souffrance comme tous les autres, peut-être avec moins de ressources, j'allais dire, pour faire face à l'adversité. Et pourtant, il y a une énergie, un courage. Quand on va les voir sur leur stand, ils sont passionnés par ce qu'ils font. On que la passion, ça aide dans une crise économique pour continuer à se battre, pour continuer à créer, à produire, à inventer? Oui, quand on fait des enquêtes et on regarde un peu quelle est la situation du secteur, oui, ils sont extrêmement confiants. Ils sont aussi très passionnés par leur métier. Ils ont une énergie qui est extrêmement forte. Mais pour autant, ils sont aussi dans l'inquiétude. Ils sont dans la frilosité, puisqu'en fait, on est dans une période d'incertitude. Et ils ont besoin qu'on puisse leur redonner confiance encore sur l'avenir. Donc ça veut dire que la situation politique, géopolitique du moment n'est pas là pour leur redonner suffisamment de confiance pour pouvoir investir sur l'avenir. Alors des projets, il y en a, des investissements, il y a des projets d'investissement importants, mais du coup il faut leur redonner cette possibilité de pouvoir se lancer sans aucune difficulté. Là, aujourd'hui, on voit bien que la consommation est en berne. Il y a beaucoup de difficultés, notamment par rapport au fait de pouvoir continuer à avoir cette dynamique économique. Mais les artisans savent faire le dos rond, comme ils l'ont fait très souvent dans des périodes particulièrement complexes. Mais là, aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe, c'est quand vous avez à peu près 50% des artisans qui vous disent « j'ai confiance dans mon métier, j'aime mon métier, je sais qu'il y a un avenir ». Mais là aujourd'hui, je ne sais pas si je dois continuer ou arrêter parce que la situation est tellement compliquée d'un point de vue économique que plutôt que d'aller dans le mur, peut-être qu'il faudrait mieux que je m'arrête. Moi, j'ai envie de leur donner confiance. J'ai envie d'être à leur côté. C'est le rôle des chambres des métiers que d'être là pour les accompagner dans des moments difficiles comme celui-ci. Quelle est la principale entrave, Joël Fourny? Ce sont les normes administratives, c'est le poids des charges, peut-être des crises de vocation avec des jeunes qui ne veulent plus faire certains métiers, la formation professionnelle qui est totalement méprisée par la classe politique. Il y a un problème de main-d'œuvre. Il y a un problème de confiance, notamment par rapport au fait de trouver les capacités
à pouvoir investir, etc., et les soutiens particuliers sur l'investissement. Il y a aussi la problématique du coût de l'énergie, le coût des matières premières. Tous ces éléments sont bien sûr des problématiques pour les entreprises, mais ils savent y faire face. Et je vais vous dire, depuis un certain nombre de temps, ils ont su prendre les devants pour permettre de pallier à tout cela. À un moment donné, il faut aussi faire confiance, et c'est le consommateur qui va jouer un rôle majeur. Luttons contre le fait de dire que l'idée toute reçue que le produit fabriqué en France est plus cher que de consommer autrement. Consommer sur des produits français fabriqués par les artisans, c'est aussi avoir une responsabilité, c'est aussi aller vers quelque chose de plus citoyen, une démarche citoyenne. Donc la démarche du consommateur est importante, et notamment on peut aussi prouver très largement que le produit est beaucoup plus durable et beaucoup plus respectueux de l'environnement et beaucoup plus respectueux de l'engagement des normes. Fourny, c'est pas qu'il est plus cher, c'est qu'il est moins cher, parce que si on lui applique la valeur du rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de moins cher en France, parce que la qualité se garde, alors que la mauvaise qualité payée pas cher, elle coûte cher parce qu'elle disparaît, alors que le produit artisanal il tient, et finalement c'est une économie pour les foyers qui ont le courage d'acheter ces produits. Merci beaucoup Joël Fourny. Je rappelle que vous êtes président de CMA France. Un dernier mot, Perico ? Oui, on retrouvera d'autres représentants de CMA France. Et on vous retrouve tout à l'heure, qui vont venir au fur et à mesure de cette émission pour témoigner de l'engagement de l'artisanat français et dire combien vous êtes vaillant et courageux pour faire face à l'adversité. Perico, vous nous avez loué les vertus du salon du Made in France, et nous allons recevoir tout au long de cette émission des acteurs du Made in France, avec notamment, pour commencer, Olivier Fabre, président de Maison Fabre, une ganterie fondée en 1924 à Millau. Il est la 4e génération de maître gantier. Et puis Philippe Denessé, directeur général d'Intuis. Merci messieurs d'être avec nous. On vous laisse vous installer tranquillement. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en direct du Made in France, du salon du Made in France, en partenariat avec la CMA, porte de Versailles, à côté du village de l'Artisanat, si vous souhaitez venir nous faire un petit coucou. Bonjour Olivier Fabre. Bonjour Philippe Denessé. Alors Olivier Fabre, pour moi, c'est un nom dans le grand sud-ouest, dans le sud de la France, un nom historique. Je me souviens d'un grand laboratoire pharmaceutique, c'est peut-être votre famille. Non. Un homme politique, président des radicaux de gauche, qui avait fait le programme commun avec Georges Marchais et François Mitterrand. Quand on s'appelle Fabre, j'ai l'impression qu'on pèse et qu'on agit énormément. Alors là, vous faites quelque chose de merveilleux. Le gant, c'est un des symboles de l'artisanat français. Il y a des ganteries partout en France, mais celle de Millau est une référence absolument. C'est un trophée, c'est un trésor. Comment se porte le gant aujourd'hui en Aveyron à Millau? Alors le gant, c'est un symbole de l'artisanat français, c'est un symbole aussi fort de l'Aveyron. Et on a une identité sur le département qui est quand même très marquée au niveau national. On le voit d'ailleurs ici sur le salon du MIF, où les personnes, nos clients que nous venons rencontrer, qui arrivent sur notre espace, connaissent à la fois la marque et sont vraiment amoureux de ce département. Donc on a une identité très forte. Comment se porte le gant? Eh bien, je vous dirais plutôt bien. Dans une époque qui est très difficile. C'est de la matière première française ou pas forcément? Pas forcément. Alors on travaille pour mais autant faire se peut. Voilà. Sûr. Alors nous travaillons à ce que nous ayons le plus de matière française, c'est-à-dire nous sommes d'abord dans des terres d'élevage pastoraux. Le roquefort, le cuir, donc beaucoup d'agneaux sur le pays de Millau que nous avons imaginé. Le pays de Millau, c'est 6 départements en Occitanie, où il y a la brebis laconne. Donc il faut des agriculteurs pour faire du gant au départ. On a besoin, en fait, si vous voulez, c'est une filière complète qui est d'ailleurs défendue sur un projet de candidature au patrimoine culturel immatériel auprès de l'UNESCO que je porte avec une association. Et nous avons une filière de 750 ans d'histoire, c'est-à-dire ce sont 1750 éleveurs sur 6 départements. C'est plus d'1,5 million de brebis laconnes. Ce sont bien sûr des transformateurs de laine, des transformateurs de cuir et les gantiers. On peut faire du gant aussi avec du cuir de vache Thalers ou ce n'est pas... Non, c'est un peu plus dur. Alors on peut le faire, mais ça dépend ce qu'on va en faire. C'est plutôt du gant de protection. Voyez, ou de la vache au braque, je parle des races locales d'Auvergne. En tout cas, il y a un savoir-faire spécifique à la Maison Fabre à Millau, enfin la ganterie de Millau en général, dont vous êtes un des fleurons. Il y a un savoir-faire spécifique? Oui, il y a un savoir-faire spécifique, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de durabilité, de belles matières, de durée dans le temps. Nous, si vous voulez, on travaille le piqué anglais. C'est une couture qui est extrêmement solide et qui existe depuis, on va dire, presque 200 ans. Donc ce sont des machines qui, dans nos ateliers, pour certaines, ont 50, 60 ans. Donc on travaille avec du vieux matériel. C'était fait à la main autrefois, bien sûr. C'était fait à la main. Maintenant, ce sont des machines qui reproduisent le geste manuel. Tout est guidé par la main. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'école. Donc si vous voulez, nous, tous les artisans qui sont dans notre entreprise sont formés
par des personnes dans l'entreprise. Donc on travaille aussi pour créer le premier CAP maroquinerie, parce qu'il n'y a pas de CAP certifié ganterie maroquinerie avec un bac pro qui permettra peut-être de commencer à préparer le terrain, mais tout est fait dans l'entreprise. Donc la maison, c'est une maison familiale. Mon arrière-grand-père l'avait fondée en 1924. Et voilà, bientôt, nous aurons 102 ans, 101 ans aujourd'hui. 101 ans, 102 ans. Exactement. Et c'est vrai qu'on est très attaché à la qualité. Nos gants sont un marché qui se porte bien, concurrence étrangère évidemment, mais... Concurrence étrangère extrêmement présente sur tout le secteur. Un réchauffement bien sûr du climatique qui est certain, et puis des difficultés pour recruter, des difficultés pour se développer. Ça c'est nos réalités, c'est notre quotidien. Une toute petite entreprise comme la nôtre, aujourd'hui on a 16 salariés dans l'entreprise, on embauche une personne par an, on est confronté bien sûr au coût de la formation. Former quelqu'un c'est à peu près un an et demi pour avoir quelqu'un de vraiment compétent, et les aides, l'accompagnement n'est que de 3 mois, donc c'est quand même très faible. Bon, vous représentez l'énergie qu'il y a dans ce département de l'Aveyron. On aura les bottis de Braque tout à l'heure, mais on sent que tous les territoires français sont courageux. Mais il y en a certains, je pense à la Vendée, je pense à l'Aveyron. J'y vais souvent parce que c'est une terre qui me parle, qui parle à mon cœur. Et je rencontre toujours des gens pleins d'énergie, pleins de détermination. Bravo Olivier Fabre, et on vous accompagne et on vous accompagne dans cet encouragement. Je vous remercie. Nous sommes avec Philippe Densey. Alors on est sur une toute autre activité, parce que l'artisanat, la ganterie, bien sûr, c'est en rapport avec le produit du terroir. Là, Philippe Densey, c'est pas qu'on n'est pas dans le sérieux, c'est qu'on est dans une forme d'industrie avec des pompes à chaleur et du chauffage et des radiateurs. C'est une technologie très pointue, et pourtant c'est une technologie très française. Absolument, effectivement. Nous sommes une entreprise qui conçoit... Intuis. Un nom encore peu connu parce que récent, mais qui a une longue histoire. 70 ans d'histoire avec des marques plus... connus comme Noiro, comme Auer, comme RLEC, comme Apimo, des marques qui On se dit aujourd'hui, le chauffage français, c'est impossible. La concurrence étrangère a tout tué, l'Asie a tout tué. Eh ben non, il y a une Intuis qui est là et qui tient le drapeau français. Beaucoup de gens le découvrent. Haut et fort. Voilà. 6 usines dans une moitié nord de la France, les Hauts-de-France, le Grand Est, Pays de Loire, à partir desquels les 1000 salariés de l'entreprise conçoivent et fabriquent effectivement des produits pour notre plus grande fierté déjà. Je pense que c'est un élément extrêmement important, et comme vous le soulignez très justement, avec une concurrence féroce et de plus en plus féroce, asiatique. Tout à fait. Technologie française. Oui. Matière première, pas forcément. Je pense que c'est de l'acier. Mais la matière française, elle est origine France garantie. Bien sûr. Donc, vous êtes origine France garantie. Oui, bien sûr, on est sur la totalité. Donc là, on a la certitude qu'on a un produit typiquement et authentiquement français. Absolument. Ouais, c'est un des marqueurs de notre industrie. Le marché, des particuliers, des sociétés, des entreprises qui font appel à vos services. Essentiellement B2B. Donc on est effectivement, on adresse nos produits à l'égard d'installateurs professionnels, des plombiers, des chauffagistes, des électriciens, par les circuits de distribution évidemment. Et donc voilà, cette reconnaissance, elle est aussi celle de ceux qui installent nos produits. Technologiquement, c'est un savoir-faire, il y a une spécificité française, il y a eu une ancienneté, des études qui ont fait que le chauffage français, la pompe à chaleur française a des performances que d'autres n'ont pas. Alors, une des particularités, c'est qu'on est sur la technologie d'avenir qui est un réfrigérant qui s'appelle le R290. Je vais être un peu technique. C'est une technologie qui va s'imposer mondialement, et nous avons 15 ans d'expérience dans ce domaine. Tous nos concurrents y viennent. Avec évidemment la découverte de ce que ça représente, mais on est respectueux de l'environnement, on a un réfrigérant qui respecte. Vous êtes aux normes du jour. Tout à fait. Quand je vous vois avec Olivier Fabre, je me dis que la France est sauvée. Parce que je vois une telle énergie dans votre regard et une telle passion dans ce que vous faites. On se dit alors, on voudrait que vous soyez tous les patrons français soient là. Mais vous représentez bien cet esprit du Made in France, ce courage dont il faut avoir toujours à l'esprit et au cœur pour relever les défis d'aujourd'hui, mais je crois qu'on n'est pas inquiet quand on vous a tous les deux. Merci d'avoir été parmi nous. Merci Olivier Fabre. Voilà, beaucoup. Évidemment, on aura l'occasion de se retrouver. On peut nous retrouver dimanche soir sur M6 sur Zone Interdite. On a 20 minutes sur Maison. Mais j'écarte pas qu'on vienne vous voir un jour en délocalisation dans l'Aveyron avec Sud Radio. Et en tout cas, il y aura d'autres salons du Made in France et vous serez là pour témoigner du courage dont vous faites preuve. Et vous êtes aussi bienvenue dans nos usines. Bien sûr, à Intuis. On viendra, et vous qui nous écoutez, si vous n'êtes pas loin de la porte de Versailles, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes au salon du Made in France en direct, en partenariat avec la CMA. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Dans un instant, nous parlerons de ce qui s'est produit hier soir. Vous avez dû suivre cette information à la Philharmonie de Paris. Un concert perturbé par des militants. On vous dit un petit peu plus dans un petit instant. Sud Radio,
La France dans tous ses états, les perles du jour. Si vous vivez dans le Grand Est, soyez vigilants, il se pourrait que l'eau de votre robinet ne soit plus potable, Perico. Vous savez à quel point nous sommes vigilants sur Sud Radio de nos territoires, non seulement les territoires sociaux, les territoires culturels humains, les territoires géographiques. Eh bien, figurez-vous que dans le Grand Ouest, le niveau de contamination de l'eau potable a atteint un seuil qui fait que 60 000 foyers aujourd'hui ne peuvent plus accéder à l'eau potable. De quoi s'agit-il? Ce sont ces fameux polluants éternels, qui ont un nom un peu technique. Les PFAS, les PFAS, c'est l'acronyme anglais. En français, c'est FPFA, substance perfluoroalkylée ou polyfluoroalkylée. C'est quoi? C'est la résultante de ces masses de produits toxiques, chimiques qui ont été semés dans la terre par les agriculteurs industriels qui ont stagné, qui finalement viennent à un moment donné à contaminer les nappes phréatiques. Et on est aujourd'hui dans une situation où vous avez des robinets, on ne peut plus servir de l'eau du robinet parce qu'elle est dangereuse. Alors on avait déjà des eaux minérales de marques connues qui avaient des problèmes de contamination parce que l'hygiène n'était pas garantie, avec un urbanisme galopant. Et là, c'est carrément l'agriculture polluante qui a contaminé des nappes phréatiques. Alors on espère qu'on va s'arrêter aux 60 000 foyers dans le Grand Est. Il y a d'autres zones de France qui sont menacées. Espérons que les pouvoirs publics, et les collectivités territoriales et surtout les consommateurs feront en sorte, et nos agriculteurs feront en sorte que cette situation ne devienne pas une tragédie, parce que quand on a le symbole de l'eau, qui est le symbole de la vie, quand l'eau est contaminée, qu'on ne peut plus l'avoir en robinet, ça veut dire quand même que le pays est très malade. Et puis vous allez nous parler, Perico, de foncière solidaire. Si vous êtes agriculteur, ouvrez bien vos oreilles. Alors toujours dans cette préservation des territoires, on sait aujourd'hui le vrai drame de l'agriculture, c'est quoi? Ce sont ces jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, soit prendre la succession de leur famille, soit s'installer comme jeunes agriculteurs. Et le prix du foncier, le prix de la terre est tellement cher en France, surtout dans des régions à vocation touristique, que c'est totalement inacceptable. Eh bien, au Pays Basque, il y a une association qui s'appelle Lusaindia, une association d'une foncière citoyenne. Ce sont 3500 adhérents qui mettent de l'argent de leur poche dans un collectif, et ce collectif permet, sur un dossier sérieux bien entendu, à des jeunes agriculteurs, des jeunes agricultrices, des paysannes, de s'installer, d'acheter de la terre, de pouvoir lancer leur exploitation, et si ça marche bien, évidemment, le système est perduré, et surtout, ça sauve des territoires entiers. Au Pays Basque, en gros, on a l'équivalent de 2 stades de football par jour qui passent de la zone agraire à de l'activité urbaine ou de l'activité industrielle. Donc on est en train de démanteler, et c'est vrai aussi sur la France, on a de la réserve. Mais si demain nous n'avons plus de quoi fournir à nos jeunes agriculteurs des territoires, des terres, des sols sur lesquels ils vont pouvoir exercer leur métier, eh bien c'est l'alimentation de la France qui en subira les conséquences. Donc réjouissons-nous qu'il y ait cette collective, cette prise de conscience citoyenne qui permet à des jeunes femmes et à des jeunes hommes qui se lancent dans cette merveilleuse et formidable aventure de l'agriculture d'avoir les moyens d'acheter de la terre. Et puis vous avez peut-être vu passer ces images qui ont indigné la toile ce matin. Un concert qui se déroulait à la Philharmonie de Paris hier soir a été interrompu, Perico. Vous avez les informations? Proprement hallucinant, ma chère Maud. Alors, on se souvient, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu une campagne anti-russe et on ne pouvait plus écouter de musique russe, Tchaïkovski, Moussorski, on ne pouvait plus écouter de pièces de théâtre russe. Il y avait une espèce de... comme une inquisition, un anathème que l'on jetait sur la culture russe, qui n'est pour rien dans l'agression de Poutine contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est la Philharmonique d'Israël qui se donnait, qui est en présentation à Paris, et des individus se sont introduits dans la salle de concert pendant qu'il y avait un morceau de musique, et ont commencé à menacer, à insulter avec des fumigènes, enfin des comportements de fachos. Ce sont des comportements de voyous, ce sont des comportements de crétins. Ils s'en prennent à l'humanité, ils s'en prennent absolument pas à Israël et ni les autres à la Russie. Ils s'en prennent à ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Et comme eux-mêmes sont incultes et abrutis, ils utilisent des méthodes de voyous. Je dis bien des méthodes de fascistes. Ça commence à devenir assez répandu. Voilà. Le fascisme, c'est ça. Il n'est pas forcément à droite, il est quelquefois à gauche. Et là, pour ce coup-là, on a honte en France d'avoir des gens qui s'introduisent dans une salle de spectacle, dans une salle de concert, et qui interrompent un orchestre au moment où il est en train d'interpréter un morceau de musique d'un grand musicien. La musique étant censée être le lien entre les nations, hein, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Et naturellement, je me permets cette information quand même, mais naturellement, le seul parti qui ne s'est pas indigné de cet événement, devinez? Eh bien, c'est un parti qui aime la barbarie,
La France Insoumise. Voilà. Pour ne citer sans commentaire, nos auditeurs apprécieront. Voilà, alors vous restez bien avec nous. Dans un petit instant, nous serons avec Géraldine Rude. Géraldine Rude, patronne de l'atelier de Géraldine. C'est une biscuiterie située à Saint-Amour dans le Jura. Vous connaissez peut-être, et si vous connaissez, et si vous la connaissez, n'hésitez pas à l'appeler 0826 300 300. On vous répond tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Géraldine Rude, bonjour. Bonjour. Bonjour Merci Géraldine Rude, alors on est content de vous avoir parce qu'on a eu les gantiers de Millau, on a eu le chauffage et les pompes à chaleur de M. Sense-Dintuis. Là on va pouvoir déguster, on va pouvoir approcher les saveurs parce que le salon de Made in France, bien sûr, c'est l'artisanat dans sa largeur, mais quand même les activités, les métiers de bouche, les métiers du goût, les métiers des produits du terroir, c'est quand même un des fleurons de notre artisanat et de l'économie française. Quelle est la spécificité de vos biscuits et pourquoi ils sont si bons que ça? Parce qu'ils sont faits avec amour, de Saint-Amour. Donc nous on fait des bricelets, c'est un savoir-faire authentique de notre région. À la base c'est de Suisse, mais dans le Haut-Jura en fait on avait la même culture, c'est-à-dire qu'on faisait ces biscuits pour les fêtes de fin d'année en famille. Et donc moi j'ai pris la recette originelle familiale de ma grand-mère. Et puis le côté innovant, c'est qu'on fait une gamme apéritif avec les fromages de notre région. Alors, le comté, oui, exactement. Alors, le Jura, pour moi, c'est un des on pourrait en biscuiter longtemps. Le Jura est un des territoires français qui évoque pour moi des saveurs absolument merveilleuses. Toute la France est bonne et belle. Mais bon, quand on a parlé du comté d'alpage, du morbier, de ces fromages, de la cancoyote, et puis les vins du Jura, le château Chalon, l'Arbois, et n'oublions pas le vin de paille, bien sûr. Et on a ces friandises, on a cette tradition de la confiserie qui est généralisée dans tous les territoires français. Mais vous avez une culture très spécifique. C'est de la matière première qui vient du Jura ou non? Bon, le Jura, c'est la Franche-Comté. Hein, oui, voilà, tout à fait. Oui. Ce sont des produits qui sont des produits du terroir? Ah oui, tout à fait. Nous, on travaille avec la fromagerie, la fruitière à Comté qui est à 500 mètres de chez nous. Le beurre vient d'une fruitière à Orgelet. Enfin, tout est issu de notre terroir, ainsi que la farine. Enfin, tout est sourcé. On travaille aussi des produits saisonniers avec une chevrière qui est à 5 km de chez nous et qui travaille de mars à septembre. Enfin, chaque produit a un sens. Et c'est des biscuits qui nous tiennent à cœur puisque sur Saint-Amour dans le Jura. À ne pas confondre avec le Saint-Amour du Beaujolais qui est aussi un très beau terroir. Exactement, nous on n'a pas le nez rouge. Ou pas pour les mêmes raisons. Vous avez le nez jaune comme le vin. Exactement. Donc sur Saint-Amour en fait il y avait une biscuiterie il y a 60 ans en arrière qui faisait aussi des bricelets. Les gens de mon village se souviennent être allés acheter des brisures de biscuits et déjeuner avec. Donc on essaye d'être le palais breton de notre Jura. Palais breton ou d'autres références. Pourquoi briceler? C'est un nom qui a une signification particulière? Oui, ça veut dire cuire un petit morceau de pâte. Cuire un thème bricelé qui est dans un français local. Oui. C'est une transmission de génération en génération. C'est une tradition ancienne avec des secrets. Avec des secrets familiaux. C'est un biscuit qui est cuit entre deux fers. C'est pour ça qu'on appelle ça un fer à bricelet ou un four. D'accord. C'est quoi? C'est très croustillant, je l'ai goûté, je le connais, mais c'est pour que nos auditeurs comprennent. C'est sublime, hein, c'est un peu addictif. Quand on a commencé le paquet, on a du mal à le finir. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Effectivement, c'est une fine gaufrette qui est soit comme un crackers pour les salés ou soit comme un sablé pour les sucrés. Non. Tous les enfants de Franche-Comté et du Jura l'ont reçu comme récompense. Si tu es sage ou si tu as des bonnes notes, tu auras du bricelet. Je pense que c'est une tradition qui continue. Vous avez l'air totalement rayonnante. C'est un métier qui vous rend joyeuse. Qui fait renaître des souvenirs. C'est authentique. Enfin, c'est un savoir-faire oublié. En France, on est deux à en faire. Donc vraiment, aujourd'hui, le Made in France, c'est une belle opportunité. Aussi bien... sur le marché des particuliers mais aussi professionnels. Alors on ne peut pas recevoir tout le monde, on aurait voulu recevoir tous les artisans et tous les confiseurs et tous les salaisonniers qui font les délices, qui sont là, les trésors. Vous les représentez tous, on les aime tous, on vous aime.
sur ce salon merveilleux, vous prouvez que vous êtes encore bien vivante et qu'il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Et puis on vous souhaite pas bonne chance parce que vous en avez. Mais enfin, on est admiratif du courage dont vous faites preuve. Et puis bien sûr, si vous passez par le Jura, si vous passez par Saint-Amour, allez chercher des bricelets. Rappelez-moi votre nom. Géraldine. Géraldine, des bricelets de Géraldine. Merci Géraldine. J'ai une dernière chose à vous dire, pardon, je vous coupe dans votre conclusion. Non, vous coupez rien du tout. Vous avez reçu un Épicure d'or l'an dernier. En 2024. Ouais, et tout le monde n'a pas droit à cette prestigieuse récompense. Ça fait quoi de recevoir cette distinction? Eh ben, c'était complètement inattendu. Je pensais pas. Enfin, quand on m'a dit vous avez l'Épicure d'or, j'y croyais pas en fait. Enfin, tout simplement, voilà. On est bien d'accord, Épicure d'or, on est d'accord que dans le Jura en Franche-Comté, la gourmandise n'est pas un péché. Ah bah non, bien sûr, c'est un art de vivre. C'est un acte de patriotisme. Mais bien sûr, c'est un art de vivre. Alors vive les bricelets. Hein. Merci. Là aussi, je vais demander à ma direction, on délocalise un jour dans le Jura et on va goûter des bricelets à Saint-Amour. Avec plaisir. Le problème, on pourra ça en sera de venir à Paris ensuite. Allez, je rappelle à nos auditeurs, Géraldine Route, que vous êtes patronne de l'atelier de Géraldine. C'est une biscuiterie située à Saint-Amour dans le Jura. Allez-y, chers auditeurs, et puis n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Dans un instant, on va parler du président de la République. Est-il made in France? Donnez-nous votre avis, vous aussi. À tout de suite. Venez nous faire un petit coucou à côté du village de l'Artisanat. On vous y attend. L'occasion de se poser une question aussi. Emmanuel Macron est-il un président made in France? On en parle avec notre invité Étienne Campion, journaliste chez Marianne et auteur de Le Président Toxique aux éditions Robert Laffont. Bonjour. Bonjour Étienne Campion. Alors je rappelle que Marianne est un des premiers soutiens du Salon du Made in France. Avec ça, une de cette semaine, classement exclusif, ceux qui produisent en France, les multinationales françaises. Et une des valeurs fondatrices de Marianne, je le dis avec beaucoup de cœur parce que j'y ai été, j'ai continué à le fonder, voilà, et on s'est battu. Et je suis ravi de voir que le combat continue à Marianne pour défendre les valeurs du Made in France. Alors, cher Étienne Campion, vous avez écrit Le Président Toxique chez Robert Laffont, soulignant les particularités de ce président de la République, son tempérament, son idéologie, ses méthodes, ses pratiques. Bon, c'est un ouvrage très révélateur que les amis d'Emmanuel Macron ont beaucoup apprécié parce que soit ils ont pu vérifier ce qu'ils savaient déjà, soit ils ont découvert ce qu'ils craignaient. Aujourd'hui, il y a un énorme paradoxe. On sait que le président de la République organise à l'Élysée les salons de la qualité française. En fait, il refait un petit Made in France et il vante même on va l'écouter, il vante même les vertus du salon du Made in France. On écoute. Nouvelle exposition du fabriqué en France à l'Élysée, c'est la 4e édition. Alors il y a depuis plusieurs années le salon Made in France qui est un formidable succès et qui a été à l'avant-poste. Mais il est formidable ce garçon. Il est formidable parce que là il est au Brésil. Il est allé négocier avec les Brésiliens. Il nous a dit pique-pendre pendant des mois du Mercosur en disant que jamais que la France ne s'inclinera, qu'elle ne signera pas ce traité qui est une infamie, qui est une menace pour nos agriculteurs, qui est une menace pour nos commerces extérieurs. Et il allait dire finalement j'ai pu obtenir des concessions qui fait que le Mercosur c'est pas si mal. Là on a dû en même temps de merde. On est d'accord, c'est quand même catastrophique d'en arriver là. Écoutez Perico, il y a tout du président là-dedans. Il y a ce que j'essaie de raconter dans le livre, qui est à l'image de sa vie, d'utiliser tous les costumes à la fois pour à la fin défendre une ligne qu'on peine à comprendre. Moi, j'aimerais, pour essayer de saisir ça, revenir en fait à ce qu'est le vrai Macron. Les premières intuitions, les premières avancées du ministre avant d'être président. Donc, ces mots, on les connaît, pour certains, Alstom, Technique, Alcatel, Latécoère, Photonis. Tout ça sont des groupes que le ministre puis président a accepté que la France vende. Donc, bon, on se rappelle, le plus emblématique, c'était Alstom Énergie, évidemment. Mais en même temps, in fine, nous a conduit dans une espèce de flou conceptuel total qui fait qu'on ne comprend même pas quelle est la ligne du président. Alors évidemment, les traités de libre-échange, c'est dans l'ADN de l'Union européenne. Et on se rappelle que l'intuition première du président était quand même l'européisme et la France, en gros, dans l'Europe, pour faire l'Europe en grand. Emmanuel Macron a toujours été un soutien de la globalisation heureuse, expliquant que ça allait dégouliner, que c'était une opération collective. Le Made in France, finalement, pour lui, alors il ne peut pas en dire du mal. Évidemment, mais on a l'impression que c'est pas sa culture, c'est pas son ADN, en fait, c'est pas ses valeurs. Après, ce qu'il faut comprendre chez lui, c'est que il n'est pas resté empêtré dans une ligne européiste parce qu'il sait bien que de toute façon... il est lucide. Il est lucide et il est malin. C'est-à-dire que dans ce que je raconte dans le bouquin, c'est cette façon en fait
par opportunisme, tantôt cynisme, changer de costume idéologique en séduisant différentes catégories de l'opinion et en séduisant des personnalités dans la classe politique, évidemment, ça lui a permis de changer de pied. Il a même eu évidemment un tournant parfois républicain, il a eu un tournant laïque, et il a eu un tournant souverainiste. Rappelez-vous, 2022, moi j'étais choqué, la nomination des ministres après une majorité relative, il y a 4 fois le mot souveraineté dans 4 nouveaux ministères, alors que c'est absolument pas le président de la souveraineté nationale, c'était le président qui parlait de souveraineté européenne. Bon. Donc il y a chez Macron un usage du langage, des affects, des mots, des concepts pour parfois changer de posture quand il est mis en difficulté. Donc évidemment qu'il ne va pas dire que le salon du Made in France c'est pas terrible, que son ADN c'est plutôt la globalisation, le libre-échange, l'entente en gros avec des pays qui ont des modèles commerciaux qui ne nous vont pas. Et voilà, à la fin... D'autant était le campion qu'on se souvient des campagnes de 2017 de 2022. La population qui est ici, les artisans, les chefs d'entreprise, les petits patrons qui croyaient, qui savaient, qui étaient écrasés par les charges, qui étaient écrasés par les normes, ils leur avaient dit on va changer tout ça, on va moderniser, on va permettre de l'énergie, on va libéraliser ce système justement pour que vous ne soyez pas soumis à trop de contraintes. On n'a jamais eu autant d'entraves, on n'a jamais eu autant de contraintes. Et je peux vous dire que ces gens-là qui ont cru de bonne foi et qui ont voté Macron comme un seul homme en 2017 ou comme une seule femme en 2022, aujourd'hui ils sont très 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 aigris, très très en colère contre ce qui est en train de se passer en France. Oui, mais en fait moi j'ai envie de vous dire, le Made in France n'a pas vraiment besoin de Macron. Le Made in France a besoin de lui-même, a besoin de son talent, a besoin de son envie, a besoin en fait d'un tissu industriel qui montre qu'il fonctionne sans un président globalement qui le suit et une administration, un État qui le fait également. En fait, j'ai envie de vous dire également que le bilan du Made in France du président, on n'en est même plus là. En fait, le bilan du président... Tout ce qui se passe bien, c'est pas grâce à lui. Non, mais regardez l'état de la situation politique, que ce soit les finances, bien sûr la balance commerciale, la situation parlementaire, la situation politique dans le pays, le pouvoir d'achat, le taux de pauvreté. En fait, si c'était que le Made in France qui allait pas, à la limite, mais là la crise est telle que je pense que le Made in France pour Macron c'est devenu accessoire en fait. Oui. Alors, c'est pas une rumeur, ce sont des informations qui sont sorties de l'Elysée, de milieux autorisés comme on le dit couramment. Il semblerait que le président de la République jette un peu l'éponge sur les affaires intérieures de la France, sur la cuisine nationale et voudrait se consacrer en tant que chef d'État à l'international, à la représentation de la France à l'extérieur. Est-ce que c'est une rumeur qui vous semble solide? Alors, je crois qu'il l'avait déjà évoqué, puis finalement ça ne s'était pas passé comme ça. Est-ce que là, pour autant, on a pu lui demander autour de lui, au gouvernement, soyez gentil ou sois gentil, va te promener, mais surtout arrête de te mêler des affaires de la France, parce que au point où on en est, c'est catastrophique. En fait, rappelez-vous, dissolution en juin 2024, le président est tellement fier de sa bravade qu'il dit lui-même qu'il va faire des conférences de presse chaque jour. En fait, dans son entourage et parmi les candidats à la législative, on retire son visage des affiches de campagne et on lui demande globalement d'être assez pudique et de ne pas trop entrer dans l'arène. Mais ce truc chez le président de dire « je vais me mettre en retrait de la scène politique », ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Rappelez-vous, il avait laissé quelques mois à Michel Barnier, à François Bayrou pareil, et il a été systématiquement tenté par une tentation irrépressible chez lui qui est de revenir peser sur la scène politique. On le comprend, son besoin de contrôle et son besoin de pouvoir depuis 2017 a toujours fait que c'est impossible chez lui de ne pas s'en mêler. Si ce n'est, cher Étienne Campion, que nos institutions, et je fais allusion à l'article 20 de la Constitution qui dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, si le Premier ministre et si le gouvernement lui disent écoutez, vous restez à l'Élysée, vous vous occupez de ce qu'on voudra bien vous confier, mais vous ne vous mêlez plus, j'allais dire, de la négociation, de la gestion de la vie politique intérieure, on peut lui couper les ponts. Moi, il y a un truc qui me frappe énormément, c'est qu'il n'a jamais eu autant de pouvoir symbolique, d'autoritas et de potestas, ce que vous voulez. Et paradoxalement, le Premier ministre n'a jamais été aussi proche de lui. Sébastien Lecornu, c'est un des premiers fidèles, un des premiers zélés. Deuxième paradoxe, les grands ministères d'État restent sujets à des ministres qui sont proches de Macron. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, etc. Donc en fait, voilà, exactement. Donc moi, il y a un truc que je trouve assez dingue, c'est qu'on a d'un côté un président qui semble tenté par le fait d'être un espèce de super diplomate, de super président de la 5e, mais dans le style chef d'État à l'étranger.
Et en même temps, il garde des ministres proches de lui. Et deuxièmement, la situation du pays, politique du pays, pour qu'on puisse passer à autre chose, il faudrait qu'il y ait Désolé de vous interrompre. Quand il est en Lettonie et qu'il se mêle du débat parlementaire sur la retraite et dit non, ça sera juste une petite pause, et que Sébastien Lecornu, au sein même de l'Assemblée nationale, est obligé de le recadrer en disant non, c'est bien l'engagement qu'on a pris avec le Parti socialiste, mais quelle humiliation pour tout le monde. Comment a-t-il pu sortir cette aberration? Cette tentation, pour le comprendre, il faut lire le bouquin, puisque c'est exactement ce que j'explique. En fait, la première force de nuisance qu'il a, elle est pour son entourage. Les premiers qui ont quitté l'aventure, qui ont subi le macronisme au sens de ses actes quotidiens concrets avec ses collègues, ce sont eux. Sébastien Lecornu, depuis le début, a accepté un régime dans lequel, en gros, il accepte les règles du président, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, ministre des Armées, sans globalement mettre son grain de sel et en faisant à peu près ce que le président demande. Et là, on a un Premier ministre nommé, démissionnaire, renommé, donc une pantalonnade totale, mais qui, alors que la seule façon de pouvoir continuer et qu'il n'y ait pas de dissolution, c'est de suspendre les retraites, le président lui dit attendez, non, mais ça va pas se passer. Donc vous voyez bien que chez le président, c'est une donne intangible et que c'est irrépressible. Et oui, il y a pour en vérité passer à autre chose et que ne se mêle plus des affaires internes, il faudrait ou une dissolution, ce qui ne devrait pas arriver, ou une démission. Donc, et la tentation de la dissolution, moi je pense qu'il l'a vraiment pour aller au bout de sa démarche dont on parle de super président à l'étranger, mais en acceptant la cohabitation avec le RN. Façon Mitterrand-Chirac, vous voyez, pour se redorer, là on est sur des perspectives un peu lointaines. Oui, là, mais plus concrètement, sans faire de politique fiction, est-ce que l'équilibre parlementaire actuel, c'est-à-dire Sébastien Lecornu avec une bienveillance du Parti socialiste, peut tenir 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être jusqu'à 2027? Tout dépend du PS aujourd'hui ou non, vraiment, là, sur la longévité de ce gouvernement. Là encore, c'est difficile. Moi, je ne crois pas. En fait, on peut mettre des carrés dans des ronds pour essayer que ça tienne une semaine, 2 semaines. On en est là. Observateurs et commentateurs. On le peut. On est avec du Lego et puis des mécanos. On met des petites vis et puis des petites boules. Oui, exactement. Et vous voyez bien que ça rend tout absurde. Ça rend le jeu parlementaire absurde, le commentariat journalistique absurde. On passe notre temps à deviser, à analyser, à faire de la politique fiction sur des choses qui, en fait, au budget, peuvent finir par ne même pas passer si le budget n'est pas voté. Et ça rend, par la force de la personnalité du président, dont j'explique qu'elle a débordé sur la scène politique, tout commentariat et l'action politique absurde. Bon, alors en tout cas, un conseil aux journalistes politiques, aux observateurs, si vous avez besoin de substance, le marc de café ou je ne sais pas, du fromage fondu pour lire l'avenir de la République et l'avenir d'Emmanuel Macron, venez au Salon du Made in France. Il y a des tas d'artisans qui sont là, qui vont vous donner des produits sublimes à déguster, dans lesquels on pourra lire, parce que j'ai l'impression quand même... Alors, je dis bien, ça laisse libre cours à vos imaginations, mais on est quand même dans un flou, et même pas artistique, on est dans un flou chaotique total. Oui, mais à tel point que ça accentue la crise démocratique, et j'ai l'impression qu'on est passé dans l'opinion de la colère à la lassitude, et tout le monde s'est déjà projeté sur la prochaine présidentielle. À la vérité, on gagnerait du temps à ne pas parler, de viser, analyser cette situation et se projeter sur effectivement les prochains enjeux, l'alliance des droites possibles, la recomposition faite. Et c'est vrai que c'est plus intéressant. Bon, la suite au prochain épisode. Étienne Campion, vous êtes un observateur privilégié. Vous êtes vous avez quand même un petit peu de flair parce que votre bouquin raconte des choses auxquelles on ne croyait pas et qui se sont avérées exact. Merci d'être venu, Étienne Campion. Merci à et je vous dis à très bientôt. Et surtout, lisez Marianne, classement exclusif de ceux qui produisent en France. Lisez Marianne et écoutez Sud Radio. Restez bien avec nous. Nous sommes en direct du salon du Made in France jusqu'à 14h. 0826 300 300 pour participer. Dans un tout petit instant, nous serons avec l'un des précurseurs du combat pour le Made in France, monsieur Arnaud Montebourg. À tout de suite. Dans tous ces états, le face-à-face. Nous sommes en direct du salon du Made in France, porte de Versailles à Paris, et nous accueillons l'un des précurseurs de cette lutte pour que vive le Made in France, ancien ministre de l'économie. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Arnaud Montebourg. Je tiens à rappeler ici solennellement que de tous les hommes politiques que la République a engendrés, vous êtes celui qui vous êtes le plus engagé, j'allais dire de façon audacieuse, voire téméraire, pour défendre ces valeurs du produire en France. Déjà au gouvernement, je rappelle 2 mots. Remontada et redressement. Remontada, c'est votre formule. Redressement, c'est votre titre de ministre des Finances, l'économie et des Finances. Il est là, le redressement.
Vous l'avez sous les yeux et vous avez participé à cette remontada économique et à ce redressement, j'allais dire culturel et social. Quelle merveille que ce salon du Made in France. Vous ne pouvez qu'être heureux, on est d'accord? Ce sont 4 jours de plaisir, d'abord à vendre nos propres produits et puis aussi à rendre visite à tous ces entrepreneurs et ces consommateurs qui soutiennent la France dans cette renaissance. J'observe d'ailleurs qu'il y a beaucoup de création, il y a beaucoup d'inventivité, de créativité et de succès. Les entreprises, moi je les ai vues toutes petites, 1083 et un grand nombre d'entre elles. Et aujourd'hui, ce sont des grosses entreprises. Elles se sont bien développées, elles sont soutenues par le public et elles ont des projets très ambitieux qu'elles arrivent à financer. C'est un peu comme nous, avec la Compagnie des Amandes. On a relocalisé il y a quelques années une filière qui avait disparu dans l'agriculture française, alors qu'on consomme quand même pas loin de 5. L'année dernière, c'était 49 000 tonnes d'amandes, c'est quand même presque un demi-milliard d'euros de marché. C'est pas une culture, un produit anecdotique qui est évidemment dans la vie quotidienne des Français à travers le snacking sain, vous voyez, oméga 3, mais aussi dans la pâtisserie industrielle, dans la chocolaterie, bref. Et donc ce produit, cette plante avait disparu. On a décidé de la relocaliser. On a levé quand même 17 millions auprès d'entrepreneurs qui eux-mêmes croient dans la France. On n'a pas eu les fonds. On a eu du mal à avoir les banques. Mais on a trouvé des gens qui croyaient dans ce pays. Ça, c'est du réel. C'est très important. Je disais à Arnaud Montebourg en préambule de cette émission que si on avait dit il y a 60 ans, en 1965, au général de Gaulle, il y aura un jour un salon du Made in France, il aurait dit mais vous divaguez. Comment en est-on arrivé au fait que l'on doit aujourd'hui consacrer ce fleuron de l'économie française en faisant un salon comme si nous étions les derniers des Mohicans? Qui a abîmé l'économie française au point que le Made in France doit faire l'objet d'un salon et d'une consécration? C'est une décision, c'est une série de décisions politiques dans les années 80, 90, 2000 qui ont conduit à abaisser les droits de douane sur le plan mondial. Ça s'appelle la mondialisation. Elle n'est pas tombée du ciel, elle a été prise en décision politique multilatérale. Et le fer de lance de la mondialisation, ce n'était pas les Américains qui, eux, étaient déjà très protectionnistes, qui ont toujours été dans l'histoire. Ils sont redevenus, là, aujourd'hui. Ils le sont encore aujourd'hui d'une façon encore plus agressive. C'était les Européens. C'est eux qui ont théorisé la mondialisation et ils l'ont fait déjà à l'intérieur de l'Europe. Ils se sont dit, ce qu'on a fait à l'intérieur de l'Europe avec l'acte unique en 86, on va le faire avec le reste du monde. C'est-à-dire la fin de la préférence communautaire. C'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé quand Pascal Lamy était aux commandes? C'est lui qui était c'était en fait l'archidiacre de Jacques Delors. Issu de la gauche. Sorte. Oui. Jacques Delors aussi. La gauche. Ce qu'on appelle le socialisme à l'époque. Exactement. Enfin, la droite n'est pas revenue sur ces décisions. Non plus, elle avait participé. Et oui. Et donc, en fait, c'est lui qui a ouvert à la Chine en 2001 le marché mondial sans aucune contrepartie. Ils auraient pu dire, écoutez, vous êtes 1,5 milliard de consommateurs. Vous allez donc devoir, c'est vrai, on va ouvrir peu à peu nos marchés, mais en contrepartie, vous allez développer les niveaux de salaire, développer une protection sociale chez vous, pour que la concurrence soit à peu près équilibrée. Elle ne l'a jamais été. Qui a cru à ça? Qui a cru à ce discours? Lui. Et puis tous les dirigeants de l'époque, ils se sont dit, oui, mais les Chinois sont pauvres, qu'on les aide, les pauvres. Notre sujet n'était pas celui-là. Le sujet, c'était comment on maintient des équilibres économiques pour qu'on puisse en quelque sorte continuer à partager en quelque sorte d'une façon, j'allais dire, raisonnable les marchés. Et aujourd'hui, grâce à Christophe Castaner qui a été ministre de l'Intérieur de M. Emmanuel Macron, on a Chine au bazar de l'Hôtel de Ville. C'est ça la mondialisation heureuse? Là, je sens que vous vous fâchez. Je vais rester extrêmement, rassurez-moi, modéré. Moi, je suis pour qu'on bloque les Chinois sur les véhicules électriques. C'est pas possible. Comme sur... Bataille perdue. Vous dites bataille perdue. Non, je suis pour qu'on les bloque parce que bataille gagnable. Bataille gagnable. Bataille gagnable. Sur l'affaire... Les panneaux photovoltaïques. Moi, je m'étais battu il y a 10 ans. On a refusé de le faire. Conséquence, on a détruit. J'ai vu tomber l'industrie française, allemande, italienne, espagnole sur les panneaux photovoltaïques parce qu'on a refusé de se protéger. Cette leçon n'a pas été tirée. Et là... on pourrait parfaitement décider ce qu'on faisait avec les véhicules japonais, ce qu'on a fait un temps avec les véhicules coréens, c'est leur mettre des quotas d'importation limités
vous ne pouvez pas importer plus de 1% du marché. Bon, bah voilà, c'est réglé. Ça s'appelle une protection, il n'y a pas de honte. Ça s'appelle la défense de nos intérêts. Je rappelle que nous ne pouvons pas, nous, exporter comme on veut aux États-Unis et en Chine. Je rappelle qu'ils appliquent par préférence leurs lois à nos produits. Mais nous devrions être absolument des apôtres du laisser-faire et fermer les yeux sur tous leurs abus, leurs excès, et nous devons appliquer nos lois. Donc je suis pour qu'on bloque Shein et qu'on apprenne aux Français quand même, j'allais dire, la consommation durable, responsable et équilibrée. Parce que à chaque fois qu'on fait un chèque depuis 10 ans, 15 ans, de 30 milliards chaque année à la Chine. 30 milliards. Donc ces 30 milliards de consommation par les Français, c'est un chèque aux Chinois que les Français n'ont pas. Les entrepreneurs français, les entreprises françaises, donc c'est des cotisations en moins. Donc c'est des impôts en moins, donc c'est des services publics qui ne sont pas financés, donc c'est de la protection sociale qu'on ne peut pas financer, et c'est de la dette. Parce que comme on doit maintenir la protection sociale, ben on va chercher la dette pour financer ce qu'on ne peut plus financer par notre propre activité. Donc nous avons un modèle de protection sociale de pays riches et une activité économique de pays pauvres. D'ailleurs, je vais vous dire un truc vis-à-vis de la Chine. Moi, je pense qu'en contrepartie du droit d'importer un quota de véhicules sur le sol européen, particulièrement français, il faut leur imposer des transferts de technologie. Pourquoi? Parce que eux, ils ont avancé sur les technologies et nous, on n'en a plus. Même chose sur le numérique américain. C'est-à-dire que avant, c'était nous à qui on demandait, quand on allait exporter au Brésil, dans les pays émergents, des transferts de technologie. Ben maintenant, c'est à nous de le demander puisqu'on est en train de s'appauvrir. Alors, je vois votre effigie sur une affiche mode. En face du BHV, vous avez participé à la promotion d'une boutique qui s'appelle l'Appartement Français et vous avez détourné l'affiche qui a fait polémique. Charles Huet est juste là avec cette affiche. Il va venir avec Perico pour la montrer aux auditeurs qui nous regardent. Vous avez détourné cette affiche où on voyait le patron du BHV et le patron de Chine. Voilà, et on vous voit sur cette affiche avec une poule, un coq. Un coq, c'est un coq. Je vous laisse peut-être décrire ce qu'on voit sur cette affiche, Arnaud Montebourg, et pourquoi vous avez participé à cette, symbolique. Cette publicité. Madame Auvray, qui a créé l'appartement français dans la rue du Made in France, a décidé de prendre en location, en face du BHV, une boutique assez large avec tous les produits français. Oui. Et elle m'a dit, moi j'en ai assez de Shein, qui est inadmissible, donc défendons nos valeurs. Ils avaient fait une affiche avec le patron du BHV, le dirigeant de Shein chinois et un chow-chow au milieu. Ouais, le chow-chow, c'est le chien chinois. Très bien, ben nous on a le coq de Bresse. Regardez comme il est beau. Alors, très bien fait. Je suis allé là. C'est pas vous le coq de Bresse si vous l'avez été à un moment donné. Ah non, moi j'étais député de la Bresse pendant président du Conseil général. Président du département de Saône-et-Loire. Mais ça c'était il y a longtemps. C'était avant que je ne sois le curé défroqué qui a quitté l'église de la politique. Vous voyez. Alors là, on a décidé, et j'ai accepté sa demande, de prendre l'anti-Shein, qui est en face du BHV, l'appartement français. On trouve des produits français de bon marché, intéressants. D'ailleurs, on va vendre notre miel, du coup. Voilà. Bleu, blanc, rouge. Et nos amandes. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes très photogénique. Je me souviens de vous avec une marinière. Elle en est où, la marinière? Ah, vous savez, il y a des gens dans le métro qui me disent, mais monsieur Montebourg, elle est où, votre marinière? J'ai dit, elle est dans la tête, monsieur, madame, elle est dans la tête. Et dans le cœur. Et voilà, monsieur Perico Légas. Et ici, me Made in France, c'est dans la tête et dans le cœur que l'on défend. Je vais vous dire, ce salon est en pleine croissance, pleine expansion, et je croise partout, dans toute la France, partout, rurale, urbaine, les banlieues, pas les banlieues, les petites villes, les sous-préfectures, des gens qui parlent de ça, qui réfléchissent et qui sont en train de reprendre en main notre destin. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les 10 années à venir pour retrouver, pour que le Made in France soit pas un salon, mais soit l'économie française? C'est pas une kermesse, on est d'accord? Non, c'est une fête. C'est une fête nationale. Non, mais que le Made in France, ce soit l'économie française. L'idée, le concept. Voilà, en majorité puissante. Bon, eh bien, il y a 50 milliards de chiffre d'affaires à relocaliser en France. Pour faire 50 milliards par exemple, prenons un exemple, soyons concrets, vous avez des chiffres, tout ça, personne ne comprend bien ce que ça signifie, mais en fait c'est énorme. Aujourd'hui, quand on est opéré de façon chirurgicale, il y a des médicaments alcaloïdes qui calment la douleur et qui endorment. Nous importons chaque année
10 milliards de ces médicaments alcaloïdes. 10 milliards que d'euros. nous produisions autrefois. Bah oui, alors, si aujourd'hui une usine de médicaments, c'est à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est 10 usines qui sont parties, qu'on pourrait remettre en France, avec 400 personnes à chaque fois. Donc en vérité, si on relocalise ces médicaments alcaloïdes avec l'aide de la sécurité sociale, eh bien, c'est 4000 salariés, c'est 10 milliards de moins de chèques à faire à l'Inde, la Chine et à tous les façonniers du médicament qui ont délocalisé, et c'est de la richesse pour le territoire. Il faut faire ça pour 50 milliards, c'est quand même pas considérable. Le gouvernement s'arrache la tête aujourd'hui pour faire des économies sur les déficits budgétaires. Mais vous avez des solutions qui sont très pragmatiques et très réelles. Quand vous avez été ministre des Finances, vous avez failli sauver Alstom en le renationalisant. Qui a torpillé cette idée que vous aviez eue, une nationalisation provisoire pour sauver le patrimoine de l'industrie française qui était dilapidé? Alors, écoutez, je ne vais pas entrer dans les... Si, vous allez rentrer dans la polémique. Je ne vais pas entrer dans la polémique, je vais juste rester dans les faits. J'ai en effet fait cette proposition de renationalisation parce que je considérais qu'on devait se mettre en face de General Electric. Fleuron parmi les fleurons de l'industrie française. Oui, exactement, et qu'on devait être fort. Parce que Alstom c'est 25 milliards, General Electric c'est 250 milliards. Donc il fallait qu'il y ait l'État du côté d'Alstom pour résister à General Electric, éviter la dévoration. Vous voyez ce que je veux dire, la prédation. La prédation. Bon, j'ai quitté mes fonctions, j'ai été remplacé par mon honorable successeur, devenu président de la République, M. Macron, qui a pris des décisions radicalement opposées aux miennes. C'est sa responsabilité. Je l'ai désapprouvé. Il est au Brésil, là. Il est au Brésil, il a dit que le Mercosur c'était formidable. Après nous avons des pics pendre. Écoutez, je vous laisse le soin de poser les questions à ceux qui sont élus. Oui. Moi, je ne suis qu'un entrepreneur de base maintenant. Hein. Répondez quand même, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis opposé au libre-échange. Voilà, c'est Allez, tout. Arnaud Montebourg, vous restez bien avec nous. De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment bouger, vous êtes cerné là. Le salon vous écoute. Voilà, vous avez vu. Si vous nous écoutez aussi, 0826 300 300. Et dans un instant, nous réaccueillons Joël Fourny, président de CMA France. À tout de suite. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Ici, Sud Radio, le Made in France parle au Made in France. Nous sommes au salon de la résistance française, au salon du redressement national dont Arnaud Montebourg est avec nous, fut le ministre, et nous retrouvons à nouveau Joël Fourny. Joël Fourny, je suis président de la Chambre des métiers de l'artisanat, j'allais dire un des socles de l'économie française. Est-ce que vous avez senti que la classe politique, à un moment donné, était à vos côtés pour redresser l'artisanat français ? Oui, bien sûr, dans les moments particulièrement difficiles, on a quand même traversé quelques crises successives et on peut dire qu'il y a eu quand même une volonté de soutenir l'économie artisanale au travers de différents dispositifs qui ont permis d'accompagner. Mais c'était aussi le rôle des chambres de métiers que d'être aux côtés, au quotidien auprès des entreprises artisanales sur l'ensemble du territoire. On a joué un rôle majeur. Et au moment où je vous parle, quand on se pose la question est-ce qu'il faut garder ou pas garder les réseaux consulaires, alors là c'est une réalité. Je vous dis qu'il faut absolument qu'on puisse perdurer dans le système parce qu'on joue un rôle majeur sur le côté accompagnement sur le volet économique et au moment de la création de l'entreprise, au moment du développement de l'entreprise, tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis on joue aussi un rôle majeur sur la formation initiale, notamment au travers des centres de formation que nous gérons au sein du réseau. Arnaud Montebourg, vous avez été ministre de l'économie du réseau national, grand défenseur du grand patrimoine industriel français. L'artisanat est également un des fleurons de l'économie. Est-ce que pour une économie rayonnante, tout ça est compatible? On peut à la fois défendre la grande industrie française et protéger les artisans? Il faut avoir de tout. Il faut avoir l'économie dite résidentielle, c'est-à-dire où les gens travaillent localement pour les besoins locaux. Et Dieu sait, s'il n'y avait pas le tissu de nos artisans, dans toutes les régions de France, il reste encore des artisans, les services publics, la poste, les gares, tout ça a disparu, mais il reste encore les artisans qui travaillent. Ça crée des emplois, ça crée des emplois. C'est le premier employeur de France, c'est l'artisanat, 1 million d'employés, si je me trompe, hein, je crois que c'est ça. Donc c'est quand même premier employeur. Alors donc quand on doit, j'allais dire, chérir l'artisan, les aider sur le plan fiscal, économique, juridique, parce que c'est quand même un maquis de règles
assez complexe. Les artisans sont généralement des gens qui ont créé leur entreprise de toutes pièces, qui ont été apprentis, ouvriers, puis qui deviennent leurs propres patrons. Donc tout ça sont des parcours extraordinaires, estimables et avec des réussites phénoménales. Est-ce que l'enjeu de la formation professionnelle, il faut poser aussi à vous la question Joël Fournier, est-ce que la formation professionnelle au niveau de l'enseignement scolaire, est-ce qu'on a besoin en France, une fois pour toutes, de prendre la décision courageuse politique de réhabiliter l'enseignement professionnel pour fournir à cette filière la main-d'œuvre, les vocations et, j'allais dire, les énergies dont elle a besoin? La formation professionnelle est indispensable, mais évidemment, on a beaucoup défendu l'ADN de l'artisanat par la formation et la voie de formation d'excellence, par la formation de l'alternance, par alternance et l'apprentissage. Évidemment, quand on voit qu'il y a 150 000 emplois non pourvus par rapport aux besoins dans le secteur et la filière artisanale, il faut absolument continuer à former. Et je peux vous dire qu'il y a un engagement très fort, une volonté très forte depuis notamment 2018, la réforme Choisir son avenir professionnel, de s'engager encore davantage, et les entreprises artisanales s'engagent vraiment à former les jeunes. C'est un ensemble d'une chaîne dont, notamment pour qu'un donneur d'ordre puisse concevoir, je dirais, un équipement de haute dimension, ça veut dire que derrière, vous avez aussi pléthore d'entreprises artisanales qui vont jouer un rôle majeur. Moi, je fais partie de ce secteur industriel, de la sous-traitance industrielle. Je suis réalisateur de moules et d'outillage pour l'obtention de certaines pièces pour l'aéronautique. Je peux vous dire que si nous, on arrête nos activités, ça veut dire qu'un avion ne décollera peut-être plus de chez Airbus. Donc, vous voyez, c'est de l'industrie de pointe qui est complémentaire aux activités industrielles, et c'est toute une chaîne de fabrication qui est nécessaire. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes tailles d'entreprise, on n'a pas les mêmes conceptions, mais en tout cas, on voit bien que l'industrie en France a besoin de son artisanat, et en fait, c'est un lien aussi direct avec l'économie agricole. Arnaud Montebourg, Serge Papin, ancien patron de Système U, vous le connaissez bien. Il a déjà eu des responsabilités pour les 5% de TVA. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un homme tel que lui peut participer, il est ministre du Commerce, est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre ou il faut repenser la totalité du système? Ou est-ce qu'il va arriver à faire quelque chose? Non, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les petits pas de tous les jours, il y a les signaux envoyés. C'est très important d'avoir des gouvernants qui se préoccupent. Vous avez confiance en lui? Je pense que c'est à titre personnel, oui. J'apprécie cet homme. Je l'ai constaté dans ses anciennes fonctions quand il dirigeait Système U, parce que Système U a une vision quand même des filières agricoles et industrielles territoriales, y compris, oui, bien sûr, très positives, et donc ils les entretiennent, c'est très important. Donc pour moi, Serge Papin m'inspire confiance, et je l'encourage à accentuer encore son niveau d'exigence, comme il a déjà exprimé en très peu de temps depuis qu'il est arrivé. Alors nous sommes au salon du Made in France, nous savons que l'artisanat français, le commerce de proximité qui est lié à l'artisanat, aujourd'hui est victime de la grande distribution sauvage, barbare. Je pense qu'on ne se passera pas de la grande distribution. Est-ce qu'il est moyen dans ce pays d'avoir une décision politique qui régule le marché, qui laisse à la grande distribution sa part de responsabilité, sans pour autant asphyxier et étrangler le petit commerce et l'artisanat? On a eu des tentatives. On a eu pendant des années des allers-retours et sur les lois qui se sont succédées pour changer le cadre des relations contractuelles et de négociations entre j'allais dire, la myriade d'entreprises agricoles et industrielles, surtout dans l'agroalimentaire, et les 4 ou 5, maintenant peut-être 3 centrales d'achat. Donc il est évident, quand vous avez une nuée d'un côté et 3 autres pour négocier, vous voyez bien qu'il y a un problème d'équilibre. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, la coopération, l'action commune, la construction de mastodontes de l'agriculture est très important. Je discutais par exemple avec Yoplait, Entremont, qui sont ici au salon du Made in France, et Sodial, c'est une coopérative où C'est qui le patron, qui est une marque équitable. Ce sont des gens qui cherchent à fédérer des petits éleveurs pour défendre en commun leurs intérêts. Ça s'appelle des syndicats. Des syndicats d'éleveurs, des syndicats de fabricants, de transformateurs, c'est comme ça qu'on y arrivera. Alors je dois dire... Solidarité. Oui, je dois dire que la loi Egalim avait essayé de résoudre le problème. Dans le texte, elle était formidable. Mais pour l'instant, ça marche pas. On en est à la 4e. Ça marche pas. C'est en même temps. Donc, il va falloir remettre
l'ouvrage sur le métier. Arnaud Montebourg, on apprend la disparition de Louis Schweitzer, qui fut un grand patron de Renault. C'est quelqu'un qui a contribué à la grandeur industrielle de la France, ou avait-il lui déjà dû subir les aléas? Il a fait de Renault ce qu'elle est devenue. Il a racheté Nissan, ce qui a fait l'alliance. Il a envoyé un certain Carlos Ghosn reprendre Nissan qu'il a remonté. Et l'alliance Renault-Nissan a été numéro 1 mondial devant Volkswagen, devant Toyota en 2014-15. Donc la France qui gagne. Oui, ça existe. Un patron responsable. Il est allé chercher, il a créé et inventé le low cost en Roumanie avec Dacia. Bon, c'est peut-être... En tout cas, il a complété la gamme en disant ce qu'on ne peut pas faire, on peut le faire à côté, on va essayer de le faire comme ça. Et puis surtout, il a mis Renault sur une trajectoire d'innovation, de produits extraordinaires qu'on continue à voir aujourd'hui dans l'ADN de Renault. Il a inventé la Twingo et l'espace. Donc il a inventé finalement les SUV et les toutes petites voitures. Donc en fait, le Twingo revient, vous avez vu. En fait, cet homme a été un visionnaire et je veux lui rendre hommage le jour de sa disparition. Et un serviteur de l'État. Évidemment, car il a été directeur du budget. On manque d'hommes de cette trempe aujourd'hui. Écoutez, on va les trouver. Oui, voilà, il faut les chercher. Ils existent. Merci messieurs, merci Joël Fourny. Je rappelle que vous êtes président de CMA France. Merci de nous accueillir et d'être intervenu sur notre plateau en direct du salon du Made in France. Arnaud Montebourg, merci. Arnaud Montebourg, on peut vous trouver sur le salon du Made in France aujourd'hui, demain. Vous pouvez me trouver au stand K40, non pas CAC 40, mais K40. Mais ça viendra. Où nous vendons nos amendes. C'est une entreprise qui a passé le million du chiffre d'affaires. Bravo. C'est une entreprise qui a replanté les amandiers. C'est le premier verger de France. Nous venons d'ouvrir notre usine à Brignoles dans le Var qui casse les coques et qui fait la première transformation. Et toujours... Le miel Made in France, c'est un voyage à travers les fleurs de France. Bon. Voilà, et c'est moi qui fais le voyage. Arnaud Montebourg, vous n'êtes pas à l'amende, vous êtes aux gloires de la France. Merci d'avoir été là. Sur le stand K40, merci chers auditeurs. 0826 300 300 pour nous appeler. Restez bien avec nous. Dans un instant, nous serons avec Fabienne Munoz, vice-présidente de CMA France, et Frédéric Salé, bottier dans l'Aveyron. À tout de suite. Émission spéciale La France dans tous ses états avec la CMA, Perico Légas en direct depuis le salon du Made in France. Et nous reprenons ensemble avec Fabienne Munoz, vice-présidente de CMA France, maître artisan dans la coiffure, si je ne m'abuse, et Frédéric Salé, vous êtes bottier dans l'Aveyron et vous n'êtes pas venu les mains vides. Oui, j'ai ramené un petit modèle de chaussure, effectivement. Alors, avant de recevoir nos deux invités, je voudrais rappeler que nos auditeurs peuvent appeler le 0826 300 300. Appelez vite parce que sans ça, on va tout boire et on va tout manger, il ne vous restera rien. Donc, il vous reste encore plus d'1 heure d'émission. Allez, soyez présents avec nous. Cécile Munoz, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous représentez avec Joël Fourny donc la Chambre des métiers de l'artisanat. On a bien compris, c'était le socle de l'activité, j'allais dire le fleuron de ce salon avec les forces françaises de l'industrie également. Et puis voilà, Eric Salé, vous êtes un bottier de l'Aubrac. Alors, bottier de l'Aubrac, c'est l'Aveyron. Vous êtes à Saint-Colme-d'Olt. Olt, c'est le nom occitan du Lot. En fait, on a fait une erreur quand on a mis Lot. C'est Olt, le vrai nom du fleuve. Exactement. Voilà. Et vous êtes bottier. Mais c'est un merveilleux métier, bottier. Il y a une enseigne devant chez vous avec une botte comme il y avait au Moyen-Âge. Oui, exactement. Enfin, on a une plaque avec une chaussure, effectivement, en métal. Elle est là, la chaussure, c'est celle-là? Donc ça, c'est un de nos modèles, un de nos modèles phares. Je sais pas, voilà, avec des cuirs qui viennent de la tannerie qui est à côté de chez nous, à Rodest. Alors, d'où viennent les cuirs à l'origine? C'est les élevages qu'il y a dans la région autour de chez nous. Alors, je posais tout à l'heure la question à M. Vave pour les gantiers. Lui, il avait les brebis de la Cône. Est-ce que c'est de la Salers ou de l'Aubrac? Parce que moi, j'aime la côte de bœuf, vous voyez. Alors, est-ce que c'est le même cuir de la côte de bœuf? Donc vous savez très bien, on n'a pas de traçabilité sur les cuirs, donc on peut pas, voilà. Mais oui, effectivement, c'est les cuirs qu'il y a dans notre région. Les draps de laine qui proviennent des brebis, par exemple, qui sont sur le Larzac, les brebis Laconne, et des semelles en gomme recyclée. Voilà, donc on a quelque chose qui est assez éco-responsable. Et là, c'est sont fabriqués à côté de Cholet en coton. Je la sens parce que quand je ferme les yeux, je me sens dans l'Aubrac. Vous voyez, c'est le paysage, je vois les paysages lunaires du côté de l'Aïole par là, avec cette vallée du Lot qui est merveilleuse. Tradition familiale transmise de génération en génération? Pas du tout. Moi, j'ai rentré dans le métier complètement par hasard. Un jour, j'ai été amener une paire de chaussures avec ma maman dans une cordonnerie. J'avais 14 ans et j'ai dit tiens, mais j'ai envie de faire ce métier et j'ai commencé mes études dans la chaussure. Voilà, j'étais très jeune, il y a bientôt 40 ans. Alors, voyez, Madame Munoz, un bottier.
vocation immédiate. Il y a toujours de la transmission, il peut ne pas y en avoir. Est-ce que c'est aussi ça un des visages de l'artisanat français? On décide, on a un coup de cœur, on a un coup de passion pour un produit et on se lance dans l'activité et on a une réussite formidable. Tout à fait. Je partage complètement votre analyse et donc c'est ça le rôle aussi des chambres de métier, d'accompagner ces savoir-faire parfois uniques aussi dans des et on le voit aujourd'hui plus particulièrement dans cette société qui évolue au niveau des reconversions. Et on aide et on voit, parce qu'aujourd'hui, et la génération d'aujourd'hui aussi cherche un sens à leur vie, un sens dans leur vie professionnelle. Et c'est le rôle à nous des chambres de métier justement d'accompagner ces futurs chefs d'entreprise et de leur donner envie et surtout de les accompagner le mieux possible. Alors il y a une grande tragédie dans l'artisanat français, j'allais dire dans la vie économique française en général, les vocations des jeunes. Alors certains ont compris avec le Covid qu'on pouvait rester à la maison, c'est des cas extrêmes, hein, mais que voilà, on pouvait avoir dans l'assistanat. Et puis en même temps, il y a une génération pleine de ferveur. Bon, je disais tout à l'heure, j'ai interpellé le président Munoz et Arnaud Montebourg, est-ce que la formation professionnelle va redevenir une priorité dans l'éducation nationale? Est-ce que vous sentez quand même qu'on a du mal à faire redémarrer certaines vocations chez les jeunes? Alors moi, je vais vous répondre très clairement. Déjà, il y a eu une enquête il n'y a pas longtemps qui a posé la question, les Français à qui ils ont confiance. Aujourd'hui, les Français ont confiance à l'artisanat en priorité à hauteur de 84%. Donc c'est déjà bien. Les jeunes, pour répondre à votre question, un jeune sur deux aujourd'hui souhaite rentrer dans l'artisanat. Parce qu'en fait, et on le voit aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sens à sa vie, un sens à sa vie professionnelle, le bien-être au travail aussi, c'est-à-dire je veux travailler comme j'ai envie de travailler. Et aujourd'hui, on voit, c'est un changement, c'est comme ça, il faut s'adapter. Et on voit aujourd'hui les chiffres. Moi, je suis en région Aura, on voit le taux. D'où le nom de votre organisme, Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà. Vous faites bien la précision parce qu'il n'y a pas d'artisanat sans métier et il n'y a pas de vrai métier sans un artisanat qui l'accompagne culturellement, j'allais dire. Tout à fait. Et c'est ça notre rôle à nous, des chambres de métiers, c'est d'accompagner et surtout là où je voudrais appuyer, c'est sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent la qualité. La qualité. Et pour avoir la qualité, il faut que nos chefs d'entreprise soient formés. Et ça, c'est d'une extrême importance. Et on s'entend. Et puis en même temps, d'accompagner, parce que nous, les chambres de métiers, on suit l'artisan. C'est la maison des artisans. Hein, c'est-à-dire, on les forme. On forme aussi les gens qui se reconvertissent. Comment convaincre le consommateur? Cette chaussure est certainement plus chère que ce qu'elle pourra trouver chez Bata ou autre. Lui faire comprendre qu'elle est moins chère parce qu'elle va durer plus longtemps. Et qu'au final, dans le budget, ils auront dépensé moins d'argent en achetant cette chaussure qu'en achetant une chaussure qu'ils vont devoir jeter à la fin de l'année. Alors nous, ce que nous faisons, les chambres de métiers, pour valoriser tout ça, nous mettons en place des salons des métiers. Et pour aussi amener aussi l'orientation et mettre les jeunes au travail dans le gestuel du métier et de faire voir justement, de mettre en valeur. Il y a tout le volet des métiers d'art aussi, les métiers d'art. Ce sont des personnes qui ont des dons, qui utilisent, mais nous, notre rôle, c'est de les accompagner pour justement les valoriser et les mettre en place dans leur Éric secteur. Salé, il faut combien de temps pour... J'aime pas le mot fabriquer parce qu'on dirait qu'il y a une machine dans une usine. C'est la fabrication. Pour élaborer cette œuvre d'art, c'est une œuvre d'art, il faut combien de temps du début à la fin? Nous, on est artisans, hein, on va faire tout à la main. Ça, c'est tout à la main. Hein, oui. On va mettre plusieurs jours pour fabriquer la paire de chaussures parce qu'on a des étapes de fabrication qu'on va bien respecter. Après, si on regroupe toutes ces étapes-là, ça va de 8, 10, 12 heures en fonction des modèles, hein, jusqu'à 14 ou 20 heures sur des modèles très compliqués. Le prix de nos chaussures, entre 300 et 700, 800 euros, reste quand même sur des tarifs de la chaussure haut de gamme fabriquée en France. On n'est pas du tout dans le luxe avec des chaussures à 10 000 euros, hein, mais on est quand même sur des chaussures de qualité. Pourquoi c'est si cher? Le matériau? Voilà. Donc les matériaux de premier choix, on a vraiment que des cuirs de premier choix. Qu'est-ce que j'ai sur la semelle là par exemple? Des semelles en matière recyclée ou des semelles en cuir ou des semelles en gomme très, très solides. Des fabrications cousues qui vont prendre un peu plus de temps et des lacets fabriqués en France que je vais payer forcément beaucoup plus cher que si je les achetais dans des pays qui arriveraient en pago, hein, mais voilà. Plein de choses comme ça qui vont nous donner effectivement un coût. Et puis la fabrication à la main qui est forcément un peu plus longue que de Vous n'étiez pas du métier. Donc moi, vous avez appris comment à faire ça?
appris mon métier. Qui vous a appris? J'ai appris mon métier à l'école à Romans, puisque j'ai commencé... Romans, dans la Drôme. Voilà, à Romans. Donc il y a encore des capitales emblématiques de certains produits artisanaux. Donc voilà. Ensuite, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises de la chaussure qui ont d'ailleurs toutes fermé, hein, puisque des marques françaises qui fabriquaient en France de la chaussure de confection. Et ensuite, du coup, j'ai intégré le milieu de l'orthopédie, le milieu du médical, où là, j'ai appris à faire du sur-mesure. Donc aujourd'hui, on a des distributeurs et on fait de la pointure standard en distribution classique, mais on est capable aussi de faire de la chaussure adaptée, de la chaussure sur mesure dans notre atelier. Madame Munoz, comment se porte la chaussure française artisanale aujourd'hui? La chaussure, alors pour le coup, j'habite en face de Romans, donc je connais bien ce que monsieur dit. Écoutez, la chaussure française se porte comme tous les autres secteurs. C'est un symbole. Tout à fait. Et c'est un peu compliqué quand même par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport aux charges qui sont quand même importantes pour les artisans. Sur l'Europe, le secteur de la chaussure et le secteur du cuir en général, on vient d'apprendre là la fermeture de nos tanneries à Millau, quoi. Ça n'arrête pas. Voilà, ça n'arrête pas. C'est compliqué. Les Italiens ont su préserver leur artisanat. Les Italiens fabriquent, beaucoup d'Italiens fabriquent même plus en Italie, fabriquent en Albanie, dans les pays limitrophes. Eux aussi. Le coût d'une chaussure, 80% du prix d'une chaussure, c'est de la main d'œuvre. À partir du moment où la main d'œuvre coûte cher dans le pays, on délocalise. Donc nous, nos chaussures en France, elles viennent du Portugal. Elles viennent de pays d'Europe de l'Est ou de pays plus lointains. Mais voilà, si on veut garder ce savoir-faire et cette qualité de fabrication, il va falloir former, il va falloir continuer à garder les petites entreprises comme nous qui sont un gage de qualité. Nous, on est entreprise du patrimoine vivant, EPV, par notre savoir-faire, quoi. Pour autant, il y a la relève? Oui. Il y a la relève, mais n'oublions pas qu'il y a eu 68 000 entreprises qui ont fermé en 2024. Donc c'est notre rôle à nous, Chambre de métier, d'accompagner ces artisans. Ça, c'est vraiment notre rôle important au niveau de l'artisanat. La casse est plus forte dans l'artisanat que dans le reste, dans l'économie, ou non? C'est-à-dire que nous avons beaucoup, quand on voit les chiffres, des gens qui travaillent seuls, des gens qui viennent très souvent nous voir à la Chambre de métier. C'est souvent trop tard. On dit souvent qu'on est là pour les accompagner, mais quand malheureusement ils viennent, c'est trop tard. Mais c'est pour ça que nous, notre rôle à nous, c'est on travaille beaucoup aussi avec les territoires. Parce qu'avec les territoires, on accompagne les EPCI, les mairies, pour les aider à choisir le bon profil. Vous voulez dire qu'il y a des départements, des régions, certaines qui s'impliquent dans le développement de votre activité tout à fait. Les chambres de métiers, on a des conventions avec les EPCI et les mairies pour développer l'économie de proximité. C'est important de choisir le bon profil aussi, qui soit adapté à la commune. Et après, on suit aussi le chef d'entreprise. Nous mettons ça en place, oui. Merci à tous les deux d'être venus témoigner sur le plateau de Sud Radio. On sent que vous êtes aussi habités par une sacrée passion et beaucoup de courage. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On n'est pas inquiet parce qu'une chaussure comme ça, elle permet d'aller très loin dans l'histoire de France. Merci beaucoup. Fabienne Munoz, merci. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de CMA France. Frédéric Salé, vous êtes bottier dans l'Aveyron. On vous trouve où sur le salon du Made in France? On nous trouve sur le stand, sur le pôle Aveyron. Aveyron. Fabrique en Aveyron. Voilà. Très bien. Écoutez, voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont au salon du Made in France, rendez-vous chez Frédéric Salé. Et puis nous, on continue toujours en direct du salon du Made in France avec Gilles Attaf dans un instant, président de la certification Origine France Garantie. Et puis Annabelle Reynaud qui nous parlera des mômes, des dômes. On va parler habits pour enfants. Restez bien avec nous et n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. On continue et on est ensemble jusqu'à 14h. Nous accueillons Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie, et Annabelle Reynaud, co-gérante au môme des dômes. Bonjour. 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 Une artisane et puis, j'allais dire, quelqu'un qui est à l'origine de cette nouvelle énergie qui a été engendrée par Yves Gégaud en complicité avec Arnaud Montebourg, qui était Origine France Garantie, qui est le label de l'authenticité française. Et là, aujourd'hui, votre démarche, elle porte le nom de Force française de l'industrie. On fait allusion bien aux forces françaises libres, c'est-à-dire à ce sursaut national quand on était dans le danger, et il y a un sursaut des industriels qui se fédèrent autour de vous. Oui, exactement. Moi, j'ai voulu fonder les forces françaises. J'ai cofondé avec Laurent Moisson les forces françaises de l'industrie il y a les FFI, 6 ans, les FFI, avec un objectif, c'est de rassembler tout le monde autour d'une noble cause qu'est la réindustrialisation des territoires. En fait, le sujet, c'est qu'il faut qu'on soit tous ensemble pour ce choix de société, cette cause nationale qui est de reproduire dans nos territoires. Et quel meilleur acronyme que les FFI qui avaient rassemblé tout le monde pour libérer la France. Nous, l'objectif, c'est de rassembler tout le monde pour réindustrialiser notre pays, parce que tous les maux aujourd'hui
de notre société sont liées à la désindustrialisation et cette diagonale du vide qu'on voit dans nos régions. Alors on peut étendre le concept GILATAF, FFI, on peut faire Force française de l'alimentation, de l'agriculture. Exactement. Voilà, il faudra fédérer tous les gens qui sont fédérer pour se battre ensemble. Combien d'adhérents sur le salon aujourd'hui? Alors Origine France Garantie, donc là pour le coup est une association qui porte la certification Origine France Garantie. Avec un très beau label, hein, bleu, blanc, rouge, c'est très clair à reconnaître. Un beau label qui a été créé par Yves Gégaud en 2011 sur une mission de Sarkozy. En fait, la certification donne la traçabilité réelle d'un produit, puisque le Made in France est en déclaratif, donc pas très exigeant. Nous, on a voulu donner un niveau d'exigence élevé avec une certification, avec 2 critères qui sont très clairs. À minima, 50% du prix de revient unitaire sorti d'usine doit avoir été acquis sur le territoire français. Et le deuxième critère, c'est que toutes les caractéristiques essentielles du produit doivent avoir été prises sur le territoire français. En gros, on commence la fabrication, on la termine sur le territoire français. Pour le consommateur puisse faire ses choix et ses achats en toute transparence, s'il a envie de participer au modèle social français, quand il vote avec sa carte bleue, avec un produit Origine France Garantie, il est sûr que derrière, il y a des impôts, il y a des emplois et il y a des territoires. C'est un symbole patriotique, mais il est efficace, il est réel, ça marche et les gens y viennent. Les gens viennent et on a fait un sondage récemment, 83% des Français sont rassurés par le logo Origine France Garantie que je porte fièrement sur ma veste aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'avoir un peu de la traçabilité. Beaucoup utilisent le franco-lavage, c'est-à-dire l'immatériel de la marque France, l'image du bleu, blanc, rouge pour avec vendre des abus, produits, avec beaucoup d'inventions. C'est pas parce qu'il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge que c'est français. C'est pour ça que nous on existe, parce que quand vous avez la certification, vous êtes sûr que c'est fabriqué en France. Alors qu'aujourd'hui, certains utilisent le bleu, blanc, rouge pour vendre des produits qui ne sont pas fabriqués en France. La bonne nouvelle, ça veut dire que ça fait envie le Made in France. Donc il faut qu'on donne envie de nouveau de produire et d'acheter français. Il y a Annabelle Reynaud. Alors, Gilata, vous avez vu, il est très sérieux, il est habillé en noir. Vous êtes un rayon de soleil sur ce plateau et vous représentez les mômes des dômes. Oui. Les dômes, c'est les monts d'Auvergne. Tout à fait. Avec le Puy de Dôme, toute cette chaîne volcanique merveilleuse qui nous rappelle qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, tout ça était en effusion permanente. Bon, donc vous restez quelqu'un de volcanique. Dans votre énergie. Oui. On vient de Clermont-Ferrand et effectivement, on est attaché à nos volcans qu'on affiche fièrement d'ailleurs sur nos produits. Alors, c'est des vêtements pour enfants. Oui. Alors, j'ai bien compris, ils croissent en même temps que la croissance de l'enfant. Oui, vous n'en avez pas pour moi, pour ma taille, si je prends un petit peu de poids, vous voyez, ça s'étend, ça fait accordéon, c'est ça? On reste sur la gamme enfant pour le moment. Donc concept très moderne. Oui, voilà, des vêtements évolutifs qui grandissent avec les enfants, parce que on le sait tous, les enfants grandissent vite, on doit changer de taille très régulièrement, donc acheter beaucoup de vêtements. Donc notre principe, c'est qu'on garde un pantalon sur 4 à 5 tailles, les tailles standards. Pardon? Sur 4 à 5 tailles? Sur 4 à 5 tailles, oui. Le même pantalon? Le même pantalon. Notre première taille se porte du 3 au 18 mois. Donc 3-18 mois, ça couvre 5 tailles. Alors, et après, on fait plus grand. Les importateurs de saloperies chinoises vont faire la gueule quand ils vont voir qu'on peut garder un pantalon français pendant 5 tailles de suite. Comment vous faites cette technologie française? Alors en fait, tout réside dans la forme du pantalon et les revers qu'il y a au niveau de la taille et des chevilles. On replie, on déplie. C'est du bon sens, c'est assez logique. Un mode, c'est formidable. Ah, c'est génial. J'ai pas d'enfant moi, donc ça ne me concerne pas encore. Mais est-ce que vous imaginez? Alors si je dis à ma femme, ma chérie, c'est pas un problème. Natacha, tu prends un vêtement, tu le gardes toute ta vie. Je crois qu'elle me fait un malaise. Je crois qu'elle fait une syncope. Qui sont les familles c'est forcément des familles à revenus modestes ou c'est tout simplement parce que ces gens qui sont soucieux d'environnement, de ne pas le gaspiller? Alors oui, il y a un petit peu de tout, mais effectivement, on est plutôt sur déjà le fait que ce soit fabriqué en France. Nous, on est une entreprise artisanale. Les gens viennent dans notre boutique, on a notre atelier sur place, ils nous voient travailler. Donc ça déjà, ça plaît beaucoup. On voit le produit en courte confection. C'est un peu plus cher, je suppose forcément, puisqu'on a une économie. Au final, c'est moins cher. Oui, mais on n'est pas non plus sur du haut de gamme. On a un prix tout à fait raisonnable. Un pantalon coûte 30 €. Alors, entre 30 et 35 selon les modèles. GILATAF, c'est la preuve qu'on peut créer, innover, prendre des risques. On est dans l'intelligence là, mais on est dans la France qui gagne parce qu'on dit ouais, l'artisanat français c'est un peu ringard, c'est vieillot, c'est le truc des grands-parents. Pas du tout, c'est le truc de l'avenir. C'est tout sauf ça et on s'en rend compte au salon ici avec ces 1000 exposants. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'énergie et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des nouveaux concepts et moi j'admire ce concept et je vous félicite. C'est fantastique. Consommer moins mais mieux des produits de qualité, on est en plein dedans là, vraiment dans le local, il y a de l'éducation, voilà. Et on va à l'encontre de ce qu'on veut nous vendre aujourd'hui avec des produits qui rentrent en France sans normes sociales, environnementales et sanitaires. Est-ce qu'il serait souhaitable, on va monter un petit peu le débat, est-ce qu'il serait souhaitable qu'au sein de l'éducation nationale, dans l'enseignement scolaire, on commence à apprendre aux jeunes consommateurs de demain, aux élèves,
comment consommer intelligemment, comment respecter l'environnement, l'économie française. Est-ce que ça fait du bien à mon pays, aux paysans, aux artisans qui travaillent pour moi? Alors merci Perico, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Culturellement, il faut qu'on revienne un peu à la base et faire comprendre effectivement aux consommateurs qu'il faut avoir la consommation. Vous savez, ma grand-mère disait tout le temps, j'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Et c'est un vrai sujet, hein. Aujourd'hui, le jetable, vous savez, moi j'ai une formule, achète chinois, achète 3 fois. Elle habitait où votre grand-mère? À Belleville. À Belleville. Voilà, elle habitait à Belleville. Et je trouve ça absolument important de faire cette pédagogie et cette éducation, effectivement, cette société de surconsommation, flatter les bas instincts de la surconsommation aujourd'hui. Il faut battre en brèche tout ça. J'ai fait un débat avec des influenceurs là justement pour combattre ça. Et je pense que voilà, il faut faire beaucoup de pédagogie en montrant qu'il y a des beaux produits, il y a des belles histoires, et puis qu'on se sent mieux quand on achète avec un vrai sens derrière. Vous vous rendez compte que grâce à des gens comme vous, la formule « c'était mieux avant », qui est une réalité, va pouvoir être remplacée par « c'était mieux après ». Parce qu'on a fait des choses qu'on ne faisait pas, et tout en préservant des traditions et l'intérêt économique des Français, on a créé des choses intelligentes qui ont créé des emplois et des richesses, et qui nous rendent heureux de consommer français. Absolument, mais c'est pour ça que c'est essentiel, et Perico, ce que vous faites déjà avec l'alimentation est absolument fantastique. Bien sûr. Mais on se rend compte que tout ça, en fait, il y a une convergence. Par provocation, je parle de convergence des luttes, mais tout ça c'est vrai, en fait, il faut qu'on soit tous ensemble pour casser ce modèle et pour revenir à de la souveraineté, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit productive, et puis encore une fois le débat vraiment de la culture a beaucoup d'importance, c'est pour ça que l'éducation a de l'importance. Alors le thème de notre radio c'est Parlons vrai, Gilles Attaf et Annabelle, c'est vrai qu'aujourd'hui cette initiative qu'on a aujourd'hui, c'est pas la grande majorité de l'économie française, c'est même une minorité croissante, avec de l'énergie. Par rapport au début du salon du Made in France, Arnaud Montebourg le disait, c'est pas qu'on y croyait à peine, on savait qu'on était au pied de la montagne. Aujourd'hui, c'est une consécration. Est-ce que pour autant, il reste beaucoup de boulot pour que la dynamique devienne nationale? Alors il reste beaucoup de travail, mais on part de tellement loin qu'on a fait quand même déjà un bon bout de chemin. Il y a une vraie prise de conscience. Déjà, on n'est plus dans le déni. On a été dans le déni pendant des années de la désindustrialisation. Il a fallu qu'on ait le Covid pour se rendre compte qu'on ne savait plus produire sur le territoire français. On est descendu maintenant à un niveau de production en dessous de 10% du PIB dans l'industrie. Mais donc ça va dans le bon sens parce qu'on n'est plus dans le déni. Et quand on n'est plus dans le déni, on peut commencer à reconstruire. Et les consommateurs commencent à comprendre qu'il y a aussi le sujet de l'écologie. Et quand vous achetez local, quand vous produisez en local, vous êtes plus vertueux que lorsque vous produisez au bout du monde. Le message passe. On conclut cette émission, c'est 2 heures de passion et de bonheur. Merci à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Emmanuel Poyen, vous êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça, et coiffeur de métier. C'est aussi un trésor, et coiffeur de métier. Bon, ce salon est un triomphe. C'est un super bilan de la journée. Bilan positif pour le village de l'artisanat, avec beaucoup de monde, j'espère encore demain et dimanche. Le retour qu'on a des artisans, c'est positif. Et même ceux qui ne vendent pas sur le salon prennent des contacts pour le futur. On sent une clameur qui monte de tout le pays pour dire continuez, battez-vous. C'est ça. Et je rappelle la formule du roi Louis-Philippe sur le fronton du château de Versailles. À toutes les gloires de la France, et Sud Radio sera toujours à vos côtés pour que la France soit plus glorieuse, plus victorieuse. Et vous savez pourquoi on est heureux aujourd'hui d'être ici avec vous? Mais parce qu'on le mérite, tout simplement. Merci à tous, à bientôt. Merci à Sud Radio.